Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Guénic de la TBVB, donc l'Association des techniciens de bassin versant breton. Bienvenue sur la deuxième partie de cette visioconférence sur les sols de Bretagne en partenariat avec AgroCampus Ouest. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à regarder la première partie. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Donc, cette deuxième partie abordera les différents outils et données disponibles sur les sols bretons. Je remercie par avance les intervenantes Blandine Lemercier et Cécile Richard d'AgroCampus pour leur intervention et je vous souhaite à tous une bonne webconférence. Merci. Donc, on va commencer la séance de l'après-midi. Dans un premier temps, on va voir quelles sont les données sols et les outils sur les sols disponibles à l'échelle d'un territoire et où les trouver. Donc, par territoire, j'entends la région Bretagne ou un département ou même un bassin versant. Donc, ça va être une séance à la fois où je vais vous montrer quelques outils où je vais vous les présenter théoriquement et puis on va faire des démonstrations en live pour que vous puissiez vous les approprier aussi. Donc, je vais commencer par vous parler un peu du site Sols de Bretagne puisque c'est sur ce site qu'on peut trouver beaucoup de ressources à l'échelle de la Bretagne et à une échelle plus fine des départements et des bassins versants bretons. Lorsque vous allez sur le site Sols de Bretagne, vous arrivez sur cette interface, cet accueil. Vous voyez qu'il y a 6 volets. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Le premier volet, les sols en quelques clics, c'est en fait un volet qui vous donne plutôt des connaissances théoriques, un état des lieux, des connaissances sur le sol, qui peut être utile si vous devez écrire quelque chose ou voilà, si vous avez besoin d'informations théoriques sur les sols. Ça reprend des éléments qu'on a vus ce matin notamment. Ensuite, on a inventaire et cartographie. C'est par là que vous aurez accès au référentiel régional pédologique, le RRP, dont vous parlait Blandine ce matin, avec les métadonnées, des cartes thématiques aussi. On a l'onglet ou le volet plutôt surveillance des sols, avec tout ce qui a trait au RMQS aussi développé ce matin. Et puis la partie biodiversité des sols, avec à la fois des données sous forme de cartes ou des données plus brutes sur l'état de la biodiversité et l'évolution de la biodiversité des sols en Bretagne. Et puis, le volet données et outils, où là, vous avez plutôt des outils, des fiches pratiques de terrain, de description des sols, des rapports sols de Bretagne, des posters également, des cartes thématiques. Donc, il y a quand même aussi pas mal de documents qui peuvent être utiles, à la fois sur le terrain, des documents de terrain et à la fois des documents synthétiques sols de Bretagne. Et puis, la cartographie interactive, que je vais un peu plus présenter par la suite, qui peut vous donner des cartes pédologiques selon les critères que vous souhaitez et puis la localisation que vous souhaitez aussi, qui a été remise à jour et c'est la nouvelle version que je vous présenterai. Voilà. Donc là, c'est simplement une diapo avec les liens que vous pourrez conserver par la suite pour avoir accès à des fiches de terrain, soit la réalisation d'un sondage à la terrière et puis la description terrière. Donc, ça peut vous être utile sur le terrain ou pour en prendre connaissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme données et comme cartes à l'échelle de la Bretagne sur le site Sols de Bretagne? Donc, on a des données brutes, des données, les métadonnées, on peut accéder, demander l'accès aux métadonnées, aux données brutes. On a des données pré-traitées, notamment par des cartes. On a un outil d'interrogation de cartes et d'identification des types de sols. Donc là, c'est la cartographie interactive. Et puis, on a aussi des cartes précises. Là, vous voyez, par exemple, à droite sur cette
sur cette image, enfin, sur cette carte, il y a le tracé, les contours des cartes précises qu'on peut accéder, auxquelles on peut accéder. Et puis, on a des cartes, non plus des propriétés pédologiques des sols, mais plutôt des propriétés fonctionnelles, comme l'érosion dont on a parlé tout à l'heure avec l'aléa par masse d'eau ou par commune. Voilà, donc ça vous fait un petit panel. Si on s'intéresse aux cartographies interactives auxquelles on peut accéder, sur le site Sols de Bretagne, vous accédez à une cartographie interactive, soit en mode expert, soit en mode découverte. Il y a quelques différences entre les deux, mais bon, comme on vous donnera le lien pour aller à la nouvelle interface, ce n'est pas très grave si vous n'explorez pas le mode expert et le mode découverte. Simplement, grâce à cette cartographie interactive, vous pouvez interroger des couches d'informations, par exemple sur les matériaux parentaux, la texture dominante des UCS, etc. Donc, les données mises à disposition sont à l'échelle des UCS et concernent des paramètres pédologiques. Ensuite, vous pouvez aussi demander l'accès aux métadonnées et puis extraire ces couches sous format SIG si vous voulez travailler dessus de votre côté par la suite. Donc, la nouvelle interface, elle se présente comme ceci. Et je vais vous proposer d'y aller ensemble maintenant. Hop, si je clique sur le lien. Donc, hop, voilà, donc on a la carte de la Bretagne. Vous voyez sur la gauche, carte régionale. Donc, je peux choisir un indicateur. Ici, c'est le matériau parental dominant de l'UCS que j'ai choisi. Je peux aussi choisir, par exemple, type de sol dominant. Voilà. Je peux avoir accès à la légende, donc agrandir la légende si je veux qu'elle soit plus lisible. Et je peux régler l'opacité de la couche. Par exemple, ici, je peux décider d'avoir plus de transparence parce qu'en dessous, j'ai un fond de carte qui va me permettre de me localiser de façon plus précise. Alors, normalement, vous voyez en bas à droite, on a un petit cercle qui nous permet de choisir le fond de carte que l'on souhaite. Donc là, j'ai OpenStreetMap. Je peux choisir la carte IGN. C'est le temps que ça se mette à jour. Je peux choisir une photo aérienne, par exemple. Voilà, donc vous pouvez choisir le fond de carte que vous souhaitez et vous pouvez régler l'opacité pour pouvoir voir le fond de carte par transparence. Donc là, la légende qui vous donne la signification des couleurs. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le petit i, afficher les informations, qui va vous permettre en fait d'accéder aux fichiers si vous voulez les télécharger et aux métadonnées. Donc là, je clique sur en savoir plus. Et normalement, ça m'ouvre un nouvel onglet. Ça n'a pas l'air de marcher. Je vais essayer avec matériaux parental. Hop. Voilà, donc là, j'ai cliqué en savoir plus par rapport à la légende de matériaux parental et j'arrive sur ce nouvel onglet. Donc, ici, je peux télécharger la carte des sols, je peux télécharger le shapefile, je peux télécharger la description de la table attributaire qui là va me donner davantage d'informations en fait sur les UCS. Voilà, donc là, j'ai les mots-clés, les aperçus, la date de création, etc. Donc, des détails sur la ressource de la carte et puis les contacts si j'ai des questions. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est davantage ici la possibilité de télécharger le fichier shapefile, de télécharger la table attributaire, donc qui va
qui nous donne les données, en fait. Voilà. Donc, je retourne sur ma carte. Je vous ai présenté à gauche les indicateurs, donc classe de texture dominante, type de sol dominant, etc. Classe d'épaisseur de sol. Et si je veux, je peux cliquer. Je peux d'abord faire une recherche si je veux me positionner géographiquement. Donc, par exemple, moi, je tape Rennes. Je peux me localiser à Rennes. Hop. Voilà. Et ensuite, si je veux, je peux cliquer sur une UCS. Alors, si je clique sur cette UCS-là, par exemple, je vais avoir des informations sur l'UCS. Donc là, on m'informe du numéro de l'UCS, de ses caractéristiques. Et puis là, je vais avoir le matériau parental dominant, donc qui ici est représenté à 60, qui représente 65% de la surface de cette UCS. Je vais avoir la texture. Alors là, elle n'apparaît pas, mais normalement, elle doit apparaître. La famille de sol dominante et l'épaisseur. Et en fait, à chaque fois, on décide de représenter la valeur dominante, mais on nous donne l'information de pourcentage. Si vous voulez, c'est un peu la probabilité que je tombe sur cette valeur dominante. Donc, je sais que, par exemple, 65%, il y a d'autres matériaux parentaux possibles. Et si je veux en savoir plus, je peux consulter la fiche UCS, tout simplement en cliquant ici. Consulter la fiche UCS, ça m'ouvre un nouvel onglet. Et là, ça me donne la fiche UCS avec tous les UTS qui la composent, les détails sur ces UTS, voilà, l'étendue estimée, l'occupation du sol dominante, etc. Et sur certaines UTS, je peux avoir aussi des photos. Alors, normalement... Par exemple, ici. Si je consulte cette fiche UTS-là, l'UCS 603 par exemple, je vais avoir accès à une toposéquence pour avoir davantage d'informations sur l'organisation spatiale des UTS dans le paysage. Voilà. Donc, je retourne à mon interface. Vous pouvez donc cliquer sur les UCS, avoir les informations de la fiche UCS, avoir les informations aussi sur les UTS. Et si vous le souhaitez, avoir la fiche UTS également en cliquant. Je ne sais pas si vous voyez où j'en suis, hein, mais là, c'est les informations sur l'UCS, la fiche UCS accessible, et ensuite les UTS qui composent l'UCS. Et je peux cliquer sur ces UTS-là. Alors, les fiches UTS, il me semble que ce sera davantage Blandine qui vous en parle cet après-midi, mais je peux juste cliquer sur une fiche pour que vous voyez ce que c'est. Donc, ça, c'est une fiche UTS qui donne tous les détails, les caractéristiques, les propriétés du sol liées à cette UTS et puis les caractéristiques agronomiques. Voilà, avec beaucoup plus de détails sur les strates, etc. Donc, vous voyez que grâce à cette cartographie, vous pouvez avoir accès à des données plus ou moins précises, plus ou moins détaillées en tout cas, à l'échelle de l'UCS et sur les UTS qui composent chaque UCS. Vous pouvez choisir entre les catégories d'indicateurs, matériaux parental, classe de texture, type de sol, classe d'épaisseur. Donc tout ça, c'est le même shapefile en fait si vous le téléchargez. Et il y a également les entités paysagères. Donc les entités paysagères, les voici, qui, elles, sont le croisement entre les données du RRP et puis le relief et d'autres facteurs qui ont permis de rassembler, regrouper des UCS pour former des entités paysagères. Et en fait, ça porte des noms, des dénominations connues, par exemple bassin de Châteaulin,
Vous voyez aussi Cornouailles intérieur, etc. Donc, ça donne des repères géographiques connus. Voilà, donc ça, ce sont les 5 indicateurs que vous pouvez choisir. Et puis, il y a des cartes locales, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et le stock de carbone, qui est pour l'instant la propriété fonctionnelle qui a été mise sur cette interface, soit estimée par UCS, soit estimée par commune. Mais voilà, c'est encore en cours de développement pour les fiches. Et on souhaite développer davantage ces volets propriétés fonctionnelles en ajoutant en plus du stock de carbone, et bien bientôt la réserve utile, etc., de l'érosion et tout ça. Donc ça, c'est en cours, on va dire. Donc, vous pouvez encore d'autres petites fonctionnalités, faire des mesures ici à droite, mesures soit linéaires, soit de surface, si vous avez besoin. Vous pouvez, si vous travaillez sur une carte et vous faites des mesures, par exemple, etc., et vous voulez partager votre travail, vous pouvez soit l'envoyer, partager cette carte par un lien, soit l'exporter en format image. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur cette interface. Globalement, c'est très pratique pour avoir une première vision de ces indicateurs. Et par contre, si vous voulez travailler dessus, aller plus loin, je vous invite à télécharger le shapefile et puis à travailler avec des outils SIG par la suite de votre côté aussi. Voilà. Alors, je vais retourner au diaporama. Ça, c'était une première carte interactive. D'autres outils de cartes interactives dont vous pouvez disposer, ce sont des outils sur GeoSAS que vous connaissez sûrement déjà. Sur GeoSAS, on peut par exemple dessiner le contour d'un bassin versant. Donc là, vous voyez le petit outil qui vous permet de le faire. Et en fait, en cliquant sur la carte, vous choisissez un point exutoire. Il va vous faire le calcul et le tracé de toute la surface drainée en amont de ce point. Donc ça peut vous être utile. Ensuite, toujours sur GeoSAS, il y a les cartes des milieux potentiellement humides qui a été réalisée à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de la Bretagne. Et donc ça, je vais vous emmener dessus. Hop. Alors, quand on va sur GeoSAS, au niveau du portail, on choisit milieu potentiellement humide. On tombe sur ce mot d'accueil qui présente en fait, le travail, la carte, la légende. On peut télécharger la notice si on veut davantage de détails, les métadonnées, et puis ensuite accéder à la carte. Donc, moi, je choisis le mode expert. Voilà, donc vous avez la carte. Je vais zoomer sur la Bretagne un peu. Oula, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, bon, j'arrive pas très bien à zoomer, je suis désolée, je crois que c'est avec le partage d'écran, je ne peux pas trop zoomer sur la Bretagne, mais voici la Bretagne. On peut choisir cet outil là pour calculer les contours de bassin versant, donc je vais le faire avec vous. Je choisis l'outil, je choisis cliquer sur la carte. Alors là, ça va être compliqué parce que je suis éloignée et vous n'allez pas voir grand-chose, mais Cécile, je pense qu'il faut que tu utilises le petit plus dans la barre d'outils en haut à gauche. Oui, merci. Ah oui, merci, Blandine. Très bien. Donc, je vais choisir un point exutoire. Il me calcule le bassin versant lié à ce point drainant. Et voilà, vous avez la surface qui a été déterminée. Je peux, si je veux, extraire cette couche, puisque en même temps que l'outil a dessiné la surface du bassin versant, vous voyez à droite où il y a la liste des couches affichées. Donc, milieu potentiellement humide, c'est la couche qu'on voit avec tous les
les couleurs bleues, etc. Et puis, j'ai la couche du bassin versant qui est apparue, que je peux extraire si je veux en allant dans Action. Je peux extraire les données. Voilà. Donc ça, c'était l'outil bassin versant et puis l'aspect milieu humide. Donc, pour ajouter une couche, vous avez en bas à droite « Ajouter des couches ». Alors, je prends le temps de détailler les étapes. Peut-être certains d'entre vous sont déjà familiers de tout ça, mais je prends le temps pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'outil. Là, je vais dans serveur OGC, je choisis le serveur GeoSAS et je vais avoir la liste de toutes les couches disponibles sur ce serveur. Alors moi, c'est aléa qui m'intéresse, aléa érosion. Vous voyez ici, aléa érosion. Et ensuite, pardon, il y a des petits bugs. Excusez-moi. Bon, avec le partage d'écran, j'arrive pas trop à avoir la main dessus, mais voilà. Bon, excusez-moi, je ne sais pas trop pourquoi il me fait ça, mais normalement, je peux voilà, ajouter la couche en bas à droite. Et voilà, vous avez la couche donc, sur la droite qui s'est rajoutée, l'aléa érosion. Et puis, elle apparaît évidemment en fond de carte. Et vous pouvez faire apparaître la légende, exporter la couche, etc., comme précédemment, comme pour toutes les couches. Voilà. Donc, par GeoSAS, vous pouvez accéder à pas mal de cartes sol de Bretagne. En fait, si vous allez dans « Ajouter des couches », vous verrez. Vous pouvez accéder à beaucoup de cartes, beaucoup de couches. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer le chemin en partant de GeoSAS pour arriver jusqu'aux couches d'érosion que je viens de vous montrer. Et pour terminer sur ces cartes interactives, je voulais vous faire un petit bilan des outils à l'échelle territoriale, donc soit régionale, départementale, bassin versant, etc., dont vous pouvez avoir besoin. Sur d'abord le site Sol de Bretagne, on a vu les données pédologiques, soit des outils, soit les cartes interactives, etc. Des données thématiques avec les cartes thématiques issues du RRP. Et puis, base de données d'ONSOL auxquelles vous pouvez demander accès. La nouvelle cartographie interactive donc, qui reprend les mêmes fonctionnalités que l'ancienne par Sol de Bretagne, mais qui est beaucoup plus ergonomique et à laquelle on va ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, si vous voulez en utiliser une, c'est davantage celle-ci que je vous invite à utiliser. Comme je vous le disais, qui vous permet d'avoir des cartographies et d'extraire des shapefiles, les fiches UCS, UTS. Et enfin, outil GeoSAS, plutôt pour les milieux potentiellement humides, les contours de bassin versant et puis l'aléa érosion. Voilà, donc comme je vous le disais, ces outils sont en évolution. Ce sont des interfaces qu'on améliore au fur et à mesure. Donc, vous verrez, il y aura des actualisations. Ne vous étonnez pas qu'ils changent au fur et à mesure. Et des nouvelles fonctionnalités sont prévues pour la cartographie interactive, donc on espère bientôt, sur d'autres propriétés fonctionnelles des sols. Je vous remercie. Alors, si vous avez des questions peut-être sur ces cartographies interactives ou sur d'autres outils, n'hésitez pas. Et je passe la main à Blandine.
Alors oui, n'hésitez pas à poser des questions. Alors là, cet après-midi, on est un petit peu plus en mode interactivité. Enfin, on essaye. Donc peut-être qu'on peut vous laisser 5-10 minutes, enfin, le temps que vous alliez vous-même regarder ces premiers outils, notamment la nouvelle version de l'interface de visualisation. Donc, sachant que le lien, il est dans le PPT enfin, c'est pas PPT, dans le PDF que Charlotte vous a envoyé ce midi. Alors, je n'ai plus en tête le numéro de la diapo, mais c'est peut-être pour l'instant le moyen le plus simple d'y accéder, parce que là, en fait, la démonstration que vous a faite Cécile, c'est vraiment en avant-première. Pour l'instant, on n'a pas du tout diffusé l'information du nouvel outil de visualisation. Donc voilà, pour l'instant, quand on va dans Sol de Bretagne, c'est encore l'ancien qui est branché. Voilà, ça va évoluer incessamment sous peu, mais voilà. Ou alors, peut-être que je vais peut-être essayer de coller ce lien dans la conversation. Mm-hmm. Alors, c'est un peu jongler entre les différentes pages. Voilà, donc là, je vous ai mis le lien. Donc, je pense qu'il suffit de cliquer dessus pour accéder à l'outil. Et puis, si vous avez des premières réactions, des premières questions, n'hésitez pas aussi à prendre la parole. Même si c'est l'heure de la digestion. Oui, puis nous, si on est assez demandeurs en fait, de vos retours par rapport à cette nouvelle interface de visualisation, puisqu'elle vient de sortir, elle est encore en développement pour certaines fonctionnalités. Donc, vos retours sont aussi précieux pour nous pour faire au mieux, quoi, pour répondre au mieux aux besoins. Donc, même si vous avez des remarques ou si vous voyez que ça marche bien ou si vous avez des questions. Oui, rebonjour. J'avais une question en fait sur le format des couches. Madame Le Mercier m'avait déjà transmise la couche à lait érosif il y a quelques temps, et c'était en format raster. Et du coup, on a dû faire une manip un peu compliquée pour la transformer en vecteur. Voilà. Du coup, je me demandais si les autres couches là que vous nous montriez avec plein de couleurs, c'est que des formats raster. Alors, essentiellement, effectivement, il y a deux formats possibles, donc soit du vecteur, soit du raster. Après, c'est pas forcément nécessaire de transformer en vecteur, et toutes les couches ne s'y prêtent pas forcément. Et donc, quel était l'objectif en fait je ne sais pas si vous vous rappeliez, on vous avait contacté parce qu'on faisait une étude sur l'érosion, et on voulait amener la donnée au niveau de l'îlot opaque, en fait, avoir l'aléa érosif au niveau de l'îlot opaque. Et du coup, la méthode qu'on a trouvée, c'est de transformer en vecteur et ensuite de faire une requête sous QGIS pour que tous les îlots opaques qui étaient concernés par un aléa érosif de temps prennent la note de l'aléa érosif. Voilà. Mais là, oui, après, quelque part, là, c'est là où notre métier à nous s'arrête. C'est qu'en fait, c'est compliqué de délivrer une carte qui convienne forcément à tout le monde. Et en fait, le raster, on pense que c'est le format le plus souple qui permet après, par des opérations SIG, effectivement, de réagréger à
à des échelles, enfin, à des entités spatiales d'intérêt, quoi. Parce que c'est aussi pour répondre à ce besoin-là. En fait, l'idée, c'est de dire que un aléa fort à l'échelle d'une masse d'eau, on va dire, c'est pas forcément une masse d'eau pour laquelle la modalité aléa fort domine. En fait, il suffit qu'il y ait X% d'aléas forts à très fort, donc ça peut être 20%, pour que l'ensemble de la commune soit considéré comme un enjeu fort. Parce que si on ne fait pas ça, si on prend juste l'aléa majoritaire, donc celui qui a le plus de pixels dans l'entité spatiale, on risque de se retrouver avec une carte uniforme, parce que ce sera toujours l'aléa moyen au final qui le remportera. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que c'est, même si c'est l'aléa moyen qui est le plus abondant, on va dire, est-ce que dans les autres catégories, c'est plutôt les aléas forts à très forts qui viennent ensuite, ou est-ce que c'est plutôt les aléas faibles à très faibles? Donc c'est pour ça que la réagrégation qu'on a faite, c'est pas juste prendre la classe dominante. Voilà, on a repris un peu le profil, la signature de chaque entité spatiale pour réattribuer en fait une classe. Donc voilà, donc c'est un peu ces histoires. Alors l'îlot opaque, je ne sais pas quelle est la superficie moyenne d'un îlot en Bretagne, mais je pense qu'en plus ça va et plus un îlot se rapproche d'une parcelle. Donc on a dit que nous nos pixels, c'est 50 mètres sur 50 mètres. Bon, c'est un travail de modélisation, donc il ne faut pas non plus en attendre une précision comme si on était allé sur le terrain et qu'on avait fait un diagnostic, quoi. Donc voilà. Ouais, bah, en tout cas, ça collait quand même bien. Après, on a couplé ça. D'ailleurs, on avait eu des échanges avec vous. Je ne vous ai pas encore fait de retour, mais on a couplé ça avec des rencontres avec les exploitants et puis un peu de terrain aussi. Et ça collait bien entre les zones où il y avait un aléa érosif fort. En effet, ça tombait sur des parcelles vraiment en pente. D'accord, non. Là, c'est parce que votre territoire, c'est parce qu'en fait, je vois. C'était sur. J'ai juste Boischard, en fait, comme. Oui, pardon, c'est le bassin de l'Aulne et on vous avait fait la demande pour le bassin versant de l'Élèze. Oui, ok. Et votre nom, c'est, pardon Sylvestre Boischard. D'accord. Oui, ça me permet de resituer. Donc là, en fait, vous êtes plusieurs dans l'Assemblée à avoir déjà travaillé sur ces questions d'érosion de près ou de loin, enfin, avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger à ce sujet-là. Enfin, donc c'est vrai que c'est une vraie question, quoi. Et donc sur les formats, bah, effectivement, voilà, nos bases de données sont faites de telle façon qu'on est obligé de jongler entre des shapefile d'une part et des rasters d'autre part, quoi. Donc en fait, ça dépend de la couche. Bah oui, ça dépend de sa genèse en fait. D'accord. Et justement, enfin, un des challenges, bah, c'est de aussi faire comprendre un petit peu tout ça, que le support géographique n'est pas forcément le même, et puis dans les outils, de trouver le bon moyen pour que ce soit le plus, sans masquer la complexité, mais pour que ce soit le plus fluide possible pour l'utilisateur. Alors n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, réactions, discussions, on peut élargir aussi la discussion. Merci au fait. Ça a coupé un petit peu par moment, mais en tout cas, c'est très clair, vos explications depuis le début. Ah, merci. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions. C'est la limite de la distance, quoi.
Et juste, en fait, pour revenir sur ce que disait Cécile, sur la coexistence UMR, SAS, sol, agro-hydrosystème et spatialisation. Donc, on vous diffuse, en fait, on met sur ce serveur les couches qu'on produit dans le cadre de nos différents programmes de recherche, que ce soit sur le sol, sur l'eau, sur l'agronomie. Et donc, après, c'est le même outil que GeoBretagne. Alors, GeoBretagne est en train de monter en version. Donc, je pense que bientôt, il y aura aussi une nouvelle interface GeoBretagne. Et l'avantage, en fait, de GeoSAS ou de GeoBretagne et du portail Sol de Bretagne dans GeoSAS, le portail thématique, c'est qu'en fait, on peut rajouter, comme l'a montré Cécile, on peut rajouter des couches. Donc, si vous voulez, à la couche des sols, vous pouvez rajouter la couche des cours d'eau ou le cadastre ou ce qu'on veut. Alors que dans le viewer, donc la nouvelle interface qu'on va privilégier pour diffuser nos informations, là, c'est statique, en fait. On ne peut pas ajouter d'autres couches. Donc, c'est un peu la limite de l'outil. Voilà, donc, on n'a pas encore l'outil parfait. C'est plutôt faut voir comme une combinaison d'outils selon ce qu'on veut faire pour accéder aux informations. Je crois qu'il y avait une question dans la discussion. Moi, je ne peux pas y accéder comme je suis en partage d'écran. Mais... Ah oui, alors merci pour ces explications. Notre intérêt est aussi de pouvoir coupler ces données avec les pratiques agricoles sur le terrain, tamisage des terres, etc. Donc, les informations sont vraiment intéressantes. D'accord, merci pour le retour. Et donc, SVB, je ne suis pas forcément... Donc, c'est Caroline Sourisseau du SVB. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quel territoire il s'agit en clair? Blavet-Morbihanais, d'accord. Merci. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'avoir une deuxième partie avec des outils qui sont plus mobilisables quand on cherche des informations à l'échelle de la parcelle. Mais si vous voulez, on peut laisser, on a un petit peu le temps, on peut laisser 5-10 minutes le temps que vous alliez voir ces outils. Ou est-ce que vous souhaitez qu'on passe plutôt directement à la partie suivante et soit en fonction finir un petit peu plus tôt ou avoir un autre temps de discussion après. On est assez libre. À ce moment-là, je vous propose de poursuivre. Ce sera peut-être aussi plus facile en ayant une vision globale des choses. Alors du coup, Charlotte, est-ce que c'est moi qui ai la main? Je viens de voir qu'il y a une nouvelle question qui est apparue. Ah, ok. Alors, question ICG, le WMS peut être connecté directement à QGIS au sein de nos structures? Oui, oui. Donc, les WMS, c'est des services web en fait, qui permettent d'afficher directement des cartes sans télécharger en dur la couche, mais donc d'aller interroger un serveur distant sur lequel la couche est stockée. Donc, c'est prévu pour. Donc ça, normalement, vous trouvez le lien WMS, donc à renseigner dans QGIS. On le trouve dans les métadonnées. Alors, du coup, je vous propose de continuer. Puis si vous avez d'autres questions qui vous viennent,
gardez-les au chaud, on pourra y répondre donc après là, cette toute petite présentation. Au sujet donc, des données qui sont disponibles non plus à l'échelle d'un territoire, mais de la parcelle, bon, parcelle ou groupe de parcelles. Et comment donc, on fait pour accéder à ces données? Alors, il y a deux points que je voulais vous présenter. Il y a donc, ce qu'a survolé Cécile, c'est les cartes pédologiques précises. Donc, depuis ce matin, on vous dit qu'il existe des cartes plus précises que le 250 millième qui datent pour la plupart des années 80-90 et qu'on a pu sauvegarder, renumériser, etc. pour les mettre à disposition parce qu'elles donnent des informations qui sont certes locales, on n'a pas ces cartes partout sur le territoire, mais néanmoins très pertinentes et très intéressantes. Et puis, je vous présenterai aussi un autre outil d'aide à l'identification localisée des sols, donc qui est pour l'instant pas très loin d'être public. Donc voilà, pour l'instant, il est encore un petit peu en développement, mais voilà, j'estime qu'il est suffisamment avancé pour qu'on puisse commencer à diffuser sur son existence. Alors, sur les cartes précises, alors vous avez la carte qu'on a déjà vue tout à l'heure, mais qu'on retrouve en bas à gauche, là, c'est la carte des cartes. Donc, on a, vous voyez, un ensemble de cartes bleues là, qui sont des cartes vectorielles. Donc, vous pouvez, derrière, il y a un shapefile en fait, que vous pouvez télécharger, auquel vous pouvez accéder. Et puis, en orange, on a des cartes qui sont sous forme d'images géoréférencées, numérisées, donc qui ne sont pas encore vectorisées, c'est-à-dire on n'a pas encore redessiné tous les contours et saisi la table attributaire, parce que ça représente un travail assez important, donc c'est voilà, quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et donc ces cartes-là, pour l'essentiel, elles sont basées sur la méthode 4 critères du massif armoricain, donc, qui était développée et très largement utilisée en Bretagne. Donc c'est la petite explication là sur la partie droite de la diapo. Donc on retrouve comme critère notre matériau parental, ensuite l'hydromorphie, le développement de profil, c'est-à-dire la succession des types d'horizons, et puis une information sur l'épaisseur. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail de la méthode, mais sachez que si vous croisez un jour une carte des sols avec ce type de code, donc de lettres et de chiffres, sachez que ça correspond très probablement au code 4 critères. Donc, sur le site Sol de Bretagne, vous avez accès à la signification de l'ensemble de ces codes. Donc là, c'est juste un exemple. Ici, un sol qui serait N3C2. Avec ces 4 critères, on sait que le matériau parental, ça va être du schiste tendre, que l'hydromorphie va apparaître sous forme de taches entre 40 et 80 cm de profondeur, que le sol va présenter un léger lessivage d'argile, c'est-à-dire appauvrissement d'argile dans les premiers horizons et puis accumulation plus en profondeur, et que son épaisseur va être comprise entre 80 et 100 cm avec ce code 2. Donc, il y a 10 classes d'hydromorphie qui existent et puis 6 classes d'épaisseur. Et puis, pratiquement 26, autant de lettres que de lettres dans l'alphabet, de matériaux parentaux et une quinzaine de types de développement de profil. Donc, ça fait un nombre de combinaisons très important. Donc, ce travail, en fait, a été à partir de ces cartes papier avec ces codes. Donc, il y a eu un très grand travail de vectorisation et de renseignement des tables attributaires. Et avec aussi, pour pouvoir faire le lien entre les différentes échelles, on a travaillé sur la correspondance entre ce code 4 critères et le numéro d'UTS du RRP au 250 millième. Donc, chacun de ces codes critères est attribué à un type de sol pour lequel on a toute la description avec les strates, les fiches, etc. Voilà, donc certaines cartes ne sont pas encore vectorisées. Alors du coup, là, je voudrais retourner sur notre outil, là.
pour qu'on regarde un petit peu plus ensemble cet aspect carte locale. Donc, quand on déroule ce bloc, la carte locale, vous voyez qu'on retrouve l'emprise des cartes disponibles. Alors, je vais enlever le matériau parental. Voilà. Donc, ça fonctionne de la même façon que les autres couches, hein, avec l'accès possible aux métadonnées, aux informations aux métadonnées par ici. Et donc, quand on clique sur une des cartes, des polygones là, qui représentent l'emprise des cartes, on a le nom de la carte pédologique. Donc ici, c'est la carte de Quintin. On a son échelle, on a l'auteur et la date de levée de la carte. Bon, il y a encore des petits bugs. Normalement, on a une petite image miniature de la carte. Et vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est que cette carte, elle est en bleu, donc elle existe au format vectoriel. Effectivement, d'ici, on peut directement télécharger la couche ou accéder aux métadonnées. Donc là je ne vais pas le faire parce qu'en fait, quand on clique, ça télécharge un zip dans lequel il y a le shapefile. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a, vous voyez ici, par exemple, autour de Rennes, on a superposition de plusieurs cartes parce qu'on peut avoir pour un même territoire plusieurs cartes à des échelles différentes. Donc, quand on clique ici, sur cette carte-là, vous voyez que bon, il y a la carte pédologique de la Guerche au 25 millième, bon, avec encore ce petit bug là d'image. Et là, ben, cette carte-là, en fait, elle est disponible au format image et donc elle n'est pas mise à disposition comme ça librement. Il faut nous contacter en fait pour qu'on mette à disposition cette carte-là. Et donc, quand il y a plusieurs cartes qui se superposent comme ça, il y a un petit système là de carrousel qui permet de passer d'une carte à l'autre. Donc, on voit que sur ce point-là, on a également une carte au 50 millième qui est la carte pédologique de Jean Zé. Et puis, il y a aussi une autre carte pédologique de Jean Zé, mais à une échelle plus fine du 25 millième qui, elle, est vectorisée. Hein, donc là, mon imagette a fonctionné. Et comme cette carte est vectorisée, eh ben, on peut directement, de la même façon, télécharger la couche et les métadonnées. Donc, vous voyez ici 3 sur 4, hein, on a 4 cartes qui se superposent, 4 cartes plus précises que le 250 millième qui se superposent ici sur ce territoire. Voilà, donc après, une fois qu'on a identifié ici, on a une carte de Jean Zé au 25 millième qui nous intéresse, je retourne sur le panneau de gauche. Et donc là, vous voyez que je peux visualiser directement cette couche. Alors là, il manque une petite fonctionnalité qui serait de zoomer directement sur la carte de Jean Zé. Voilà. Je vais pour l'instant encore zoomer ici. Hop. Et donc là, à ces échelles du 25 millième, vous voyez le degré de précision qui est plus du tout comparable avec ce qu'on avait au 250 millième. Hein. Là, au 25 millième, on est vraiment très précis. Et on peut pratiquement, vous voyez, si on prend ce polygone-là, avoir une application à la parcelle de ça. Donc, une précision à la parcelle. Donc, de la même façon, je peux interroger mon polygone ici. Et on retrouve, vous voyez, ce code 4 critères. R6D1, donc en voyant ce code, je sais que le matériau géologique, c'est du schiste gréseux. C'est un sol, donc l'hydromorphie, c'est 6. Donc sur une échelle de 1, enfin de 0 même, il y a une erreur, c'est 0 à 9. Donc on est plutôt dans des sols très hydromorphes, avec des taches d'oxydoréduction qui apparaissent dès la surface et de forte intensité. Notre sol, il est lessivé, éventuellement dégradé. Donc,
voilà, si vous n'êtes pas familier de ce vocabulaire, dans la méthode 4 critères, donc il y a un petit fascicule d'une trentaine de pages, vous avez un explicatif. Mais en tout cas, voilà, c'est un sol lessivé, c'est-à-dire avec un appauvrissement d'argile en surface et un enrichissement à l'inverse en profondeur, qui peut créer des problèmes de circulation d'eau, puisque l'argile en profondeur va créer un plancher imperméable, donc qui explique, hein, c'est en lien aussi avec l'hydromorphie, et qu'on a un sol moyennement profond, donc de 40 à 60 cm de profondeur. Voilà, alors on a ces informations-là, et donc je n'arrive pas à descendre plus bas. Mais normalement, on doit avoir aussi l'information du numéro d'UCS à laquelle se rattache ce polygone. Et puis, de la même façon que tout à l'heure, accéder directement à la fiche de l'UCS et de l'UTS, pardon, que Cécile vous a montré rapidement tout à l'heure. Alors, j'essaie du coup de faire la manip sur mon propre ordinateur pour vérifier que je ne vous dis pas de bêtises. Et effectivement, donc plus bas, là, sous l'indicateur de profondeur, on a la possibilité de consulter la fiche. Voilà, donc si je reviens sur ces cartes, vous voyez que malheureusement, ces cartes précises sont loin d'occuper la majorité du territoire. Voilà, mais sachez que y a un certain nombre qu'on a pu sauver grâce au programme Sol de Bretagne et numérisé. Donc la dernière en date qui a été numérisée, c'est la carte de Saint-Malo. Elle n'apparaît pas encore ici. Donc voilà, donc, est-ce que vous avez sur cet aspect carte précise des questions, des réactions avant de passer au dernier outil? Alors sinon, je voulais juste vous remontrer, alors c'est pas ça que je voulais faire, vous remontrer les fiches UTS, donc, auxquelles on accède, quelle que soit l'échelle, en fait, si on regarde des cartes précises ou les cartes plus générales. Donc, en fait, ces fiches, elles ont été conçues sous format recto-verso, avec un recto qui est plutôt assez généraliste, et puis un verso qui va être plus donner des informations d'ordre pédologique. Donc, si on revient sur le verso, donc on a un petit, bien sûr, un nom, un descriptif littéral, et puis on a cette carte de représentativité régionale. On sait que cette UTS 33, on va la trouver essentiellement autour de Saint-Brieuc, là, autour de la baie de Saint-Brieuc, un petit peu ici en baie d'Audierne aussi. Et puis on a un indicateur en fait de fréquence dans les UCS dans lesquels on la retrouve. Voilà, donc on va avoir des caractéristiques très, très générales sur le sol, son matériau, son épaisseur, sa pierrosité, le régime hydrique, des informations sur les propriétés des sols. Donc là, avec le travail que Cécile est en train de faire sur l'estimation de la réserve utile, ça, c'est des références qui vont aussi être mises à jour prochainement. Voilà, et puis donc avec à chaque fois donc, des caractéristiques agronomiques en termes de potentialité et aussi de contraintes. Donc bon, ces fiches, donc, il y en a autant que de types de sol, donc à peu près 320. Elles sont loin d'être parfaites, hein. Il y a sûrement des bugs, voilà, donc soyez indulgents. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous faire remonter si vous voyez des incohérences
des incohérences. Là, par exemple, mettre en potentialité le fait que l'horizon A est engorgé en hiver, bon, ce n'est pas forcément une potentialité agronomique, c'est plus une contrainte. Bon, voilà, ce genre de petites choses. J'ai vraiment pris une fiche au hasard. Et donc, le verso, on a en fait la description morphologique d'un profil représentatif avec ses différents horizons, une description assez sommaire des différents horizons. Et puis ici, des données analytiques définies à partir de l'ensemble des profils qui ont été rattachés à cette UTS 33. Donc voilà, dans cette UTS 33, on a deux strates qui correspondent donc à des horizons spatialisés. Une strate A petit g et C petit g, donc le petit g indiquant qu'on est dans des horizons hydromorphes, et avec des références en termes de granulométrie, carbone, éléments grossiers, pH et CEC. Donc on retrouve les propriétés clés pédologiques qu'on a évoquées ce matin. Et puis bon, après, vous avez en termes de classification, donc le code 4 critères du massif armoricain, là il est manquant. Vous avez l'équivalent dans le référentiel pédologique 2008 pour les sols de France, et puis une référence internationale. Voilà. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture en fait dans ces fiches. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour finir donc, sur cet outil de visualisation des données sols. Plus que de visualisation, on voit aussi qu'on peut télécharger et accéder aux données assez facilement. Alors, le téléchargement de la couche de Nézin. Alors, je vois les questions qui arrivent. Donc, j'ai testé le téléchargement de la couche sur Nézin et ça m'envoie vers une fenêtre XML qui ne me permet pas d'avoir un fichier zip téléchargeable. Oui, alors parce que Nézin, c'est un petit peu particulier par rapport aux autres cartes. On va les voir directement. Donc, Nézin, c'est ici. Donc, Nézin, c'est le site d'un ORE, donc un observatoire de recherche en environnement, sur lequel notre unité travaille beaucoup. Donc, on a bien la même... Ah oui, mais moi, je ne peux pas aller plus bas, là. Je ne peux pas... Ouais, donc là, je propose à Caroline qu'on regarde ensemble à un autre moment sur cette carte de Nézin, et puis on va faire remonter. Voilà, c'était un bug. Alors, il y avait une autre question, donc quand est-ce que le reste du territoire sera prospecté? J'imagine que la question, c'est quand est-ce que le reste du territoire sera prospecté pour avoir des cartes précises de façon à avoir des unités cartographiques pures, c'est-à-dire une seule UCS, une seule UTS, un seul type de sol par polygone. Bah, le truc, en fait, c'est qu'on a déjà mis 5 ans à faire le référentiel régional pédologique au 250 millième, et que là, le vrai frein, le gros frein, c'est les moyens et le temps. Parce qu'on voit bien que quand on lève une carte comme ça, de cette précision, il y a plusieurs sondages à l'intérieur par unité ici. Donc, c'est un peu illusoire en fait d'espérer qu'un jour on aura ce niveau de résolution partout sur le territoire. Par contre, ce qui est en train d'être produit, on est en train de dériver en fait d'autres types de données à partir du RRP, c'est-à-dire on fait des travaux de désagrégation des unités cartographiques de sol qui visent en fait à spatialiser, donc à représenter non plus une unité cartographique, mais directement une unité typologique de sol. Donc là, c'est ce que je vous disais ce matin, en fait, on prépare des couches de propriétés
des sols, donc à une résolution de 50 mètres, comme l'érosion, par couche de profondeur. Donc, on prépare donc ça pour différentes propriétés, mais aussi une carte des unités typologiques de sol par pixel. Chaque pixel portera une valeur et cette valeur, ce sera le numéro d'UTS. Après, ça, c'est des travaux issus de modélisation, donc ça reste très entaché d'erreurs et très incertain, mais c'est le meilleur compromis pour lequel, qu'on ait pour l'instant, entre le fait qu'il est impossible, sauf si on s'y met à plusieurs pendant des années, de lever l'ensemble du territoire avec cette précision, et puis le fait qu'on a un RRP qui, dans sa forme actuelle, est quand même un petit peu difficile à manipuler, du fait que pour un polygone, on a plusieurs types de sols à l'intérieur. Voilà. Je ne l'ai pas évoqué ce matin, mais sachez qu'il y a des programmes mondiaux de cartographie des sols qui délivrent déjà ces informations à une résolution de 250 mètres. Donc, vous avez pour toute la Bretagne des pixels de 250 mètres, avec par couche de profondeur des valeurs de propriété des sols, comme teneur en carbone, CEC, granulométrie. Enfin, on retrouve pH, on retrouve toujours les mêmes propriétés. Donc ça, en fait, je vous le mets là dans le chat. C'est le programme Soil Grids, donc vous pouvez aller voir par curiosité. Donc, qui délivre des cartes des sols pour n'importe quel point du globe. Donc, voilà. Donc, on est en train aussi de travailler avec d'autres collègues, notamment de Montpellier et d'Orléans, à l'évaluation de ce produit mondial pour savoir ce qu'il vaut. En fait, tout simplement, on compare ces résultats, les résultats de ces produits avec ce que nous, on a produit avec nos informations régionales plus précises, avec des données d'observation sur le terrain et puis avec des cartes précises telles que celle qui est à l'écran. Voilà, mais tout ça est en train d'évoluer très très vite et ça rejoint la discussion qu'on a eue avant sur le format des données, vecteur versus raster, et la tendance en fait mondiale actuellement, c'est d'avoir des données raster qui sont entachées de grandes erreurs, parce qu'encore une fois c'est issu de modélisation, mais qui ont le mérite d'exister. Voilà, donc ça, c'était juste pour répondre à la question quand est-ce que le reste du territoire sera prospecté. Alors, sachez aussi qu'il y a un autre département, le département de la Mayenne, qui, lui, a une politique très forte envers les sols, envers la connaissance des sols, grâce à une personne qui était au conseil départemental et qui disait aux communes, OK, je vous finance votre projet de remembrement ou autre projet, à condition que vous leviez la carte des sols et que ce levé soit valorisé, enfin en tout cas capitalisé. Et donc comme ça, la Mayenne se retrouve avec toutes ces communes qui sont cartographiées au 10 millième. Donc là, la carte de Nézan, c'est à peu près la même résolution, 25-10 millième. Donc la Mayenne dispose en fait de cartes sur l'ensemble de son territoire au 10 ou au 25 millième. Donc voilà, après c'est très, très dépendant des politiques locales. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Alors, sinon, je vais revenir au diaporama, mais je ne sais pas trop comment. Ah ben voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour les cartes précises. Alors, l'autre outil dont je voulais vous parler, le dernier, c'est un outil d'aide à l'identification localisée des sols. Bon, pour l'instant, on l'a appelé comme ça, mais ce n'est pas forcément une dénomination définitive. Son petit nom, c'est aussi API Sol, voilà, l'API Sol, donc qui a été développé dans le cadre du projet SOLED, dont vous avez peut-être ou pas entendu parler, donc qui est un projet
mené par la CRAB et l'INRAE. Je n'ai pas mis les dates, mais c'est un projet qui finit bientôt, il me semble. Et l'idée, en fait, c'est d'établir un outil d'aide à la décision pour enseigner les plans prévisionnels logiquement, l'équipe Soled est venue nous voir en disant vous, Sol de Bretagne, vous allez pouvoir nous aider sur la fourniture de propriétés sur les sols. Donc, pour ça, en fait, pour définir le besoin en fertilisation, donc c'est un modèle en fait qui est utilisé et qui a besoin de renseignements sur les sols. Donc, et qui fonctionne à la parcelle. Donc, la première question à poser, c'est est-ce que l'agriculteur dispose d'analyses de terre qui ont été faites depuis suffisamment peu de temps pour que ce soit utile? Donc, si oui, alors dans l'outil Soled, l'agriculteur ou le conseiller ou le technicien saisit ces informations et c'est ces informations qui existent qui sont utilisées. Sinon, s'il n'y a pas d'analyse disponible sur la parcelle, on va se poser la question, est-ce qu'il existe des cartes précises telles qu'on vient de les voir sur ce secteur? Dans ce cas-là, si oui, s'il y a une carte précise, c'est cette information-là. Donc, vous vous rappelez, sur la carte précise, on fait le lien avec l'UTS. Et donc, c'est l'information dans la base de données RRP sur l'UTS qui va être utilisée pour renseigner et faire tourner le modèle. Mais bon, on a vu, ces cartes précises, elles n'existent vraiment pas partout. Donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de carte précise, on avait le choix de dire on va prendre le RRP parce que c'est tout ce qu'on a de plus précis quand on n'a rien d'autre. On va prendre le RRP au 250 millième et on aurait pu dire on prend le sol majoritaire de l'unité cartographique de sol. Mais ce n'était pas très satisfaisant. Et donc là, on a travaillé à l'élaboration d'arbres de décision qui permet, par une succession de questions, d'aboutir à un type de sol, donc une UTS de la même façon, dont les propriétés vont être utilisées après pour renseigner le modèle de Soled. Voilà, donc ça a été développé dans le cadre de Soled, cette partie arbre de décision, mais on peut très bien l'appliquer dans l'utiliser dans d'autres contextes. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu 434 arbres de décision qui ont été réalisés, autant qu'il y a du CS en Bretagne. Et donc, les questions, c'était parfois les mêmes d'une UCS à l'autre, mais organisées d'une façon différente. Donc, il y a un panel en fait de 40 questions et 150 réponses possibles donc, à ces questions. Et les questions posées vont être des questions sur l'environnement physique, la position de la parcelle qu'on cherche ou du point qu'on cherche à caractériser dans le paysage, des questions de type agronomique et puis des questions sur le sol, donc des questions pédologiques. Donc là, on va voir si ça marche. Donc j'ouvre un nouvel onglet sur Internet pour vous montrer cet outil. Donc pour l'instant, il n'est pas il n'est pas branché sur un autre outil de cartographie interactive, mais on peut tout à fait imaginer en faire un module de GeoSAS ou GeoBretagne où on est en train de travailler pour voir si c'est possible de l'intégrer dans notre nouveau viewer de Sol de Bretagne. Bon, mais alors, je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, on clique sur afficher le plugin. Et puis, donc après, je peux me localiser. J'aurais peut-être pas dû vouloir zoomer autant. Donc, on se localise sur le terrain. Donc, on affiche le plugin ici. Bon, ce n'est pas encore très, très ergonomique. Mais du coup, là, comme on a un point, on sait à quel UCS ce point appartient. On sait qu'on est dans une UCS qui s'appelle sol profond
limoneux, faiblement argiluvier, ça veut dire lessivé, localement hydromorphe, des plateaux sur granit. Voilà. Donc là, je peux accéder toujours de la même façon à ma fiche UCS. Ça renvoie vers le même jeu de fiches. Ou alors, je peux, si je connais, parce que le technicien avec qui je travaille est formé au code 4 critères et puis il connaît le code, il peut saisir directement le code 4 critères. Donc là, j'ai la liste des codes 4 critères possibles dans cette UCS. Voilà, et valider. Donc, c'est une première façon de sélectionner mon type de sol. Ou alors, je n'ai pas du tout cette information et je vais ouvrir l'arbre. Donc, ça m'envoie en fait vers un jeu de questions-réponses pour identifier le type de sol probable sur lequel je suis. Alors, la première question, c'est souvent la question de la position du sol dans le versant. Est-ce que je suis dans ce cas-là sur un plateau ou dans le tiers inférieur, c'est-à-dire avant la zone alluviale. Et en fait, à chaque fois, pratiquement, il y a un outil d'aide à la décision pour me permettre de savoir en fait un petit peu dans quelle situation morphologique je me situe. Donc là, on va dire qu'on est plutôt sur le plateau. Donc dans ces cas-là, là, la succession des questions apparaît ici et je peux remonter dans l'arbre en cliquant ici. Donc j'aboutis à la question 2. L'apparition de la battance est-elle fréquente, donc avec peu de cailloux et de gravier en surface? Non, il n'y a pas plus de battance que ça, on va dire. Encore une fois, là, il y a un outil d'aide à la décision pour savoir quelle boîte en fait cocher. Donc voilà, sur la battance, là j'ai quelques images de battance qui permettent de m'aider. Suivant. Et voilà, donc là, en fait, au bout de 2 questions, déjà, l'arbre, il a pu m'identifier grâce à mes réponses sur quel sol je me situe. Donc là, un sol moyennement profond, issu de granit ou de gneiss, altérite, sableuse ou sablo-limoneuse. Et de la même façon, là, je peux accéder à la fiche. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière pour vous montrer ici qu'on peut, c'est pas super ergonomique, mais bon, c'est comme ça, qu'on peut afficher l'arbre en entier. Ça vous permet, donc je pense qu'on peut dézoomer. Celui-là, il est particulièrement grand. J'ai pris un arbre au hasard. Mais voilà, ils sont plus ou moins grands, ces arbres. Et en rouge, en fait, c'est les feuilles des arbres. Donc, c'est les UTS possibles pour cette unité cartographique. Donc, comme ça, vous pouvez l'imprimer, cet arbre. Et puis, vous pouvez voir, là, dans mon UCS, si j'avais répondu une autre chose à cette question, à quel UTS j'aurais pu aboutir. Voilà. Et donc là, on aboutit, on l'a vu, donc à une UTS, pardon. Et donc, si je clique ici, carte des sols, en fait, ça me renvoie, alors pour l'instant, ça renvoie encore à l'ancien outil de visualisation des données sols, avec ici la petite punaise qui représente l'endroit que j'avais cliqué, où je retrouve le mode qu'on n'a pas trop regardé, mais le mode découverte. Le mode découverte. Et là, du coup, j'ai aussi la liste, on retrouve le même tableau avec la liste des UTS possibles et puis le pourcentage qu'elle représente. Alors, comment je retourne? Voilà, ici. Donc voilà, et donc là, un peu notre challenge, c'est de mettre en lien toutes ces applications, tous ces outils pour être le plus fluide possible.
Alors, il y a un petit bouton aussi qui a fait son apparition depuis quelques mois, ici dans ces arbres. C'est je ne sais pas répondre. Je n'ai pas l'information, je ne suis pas allée sur le terrain, je ne sais pas s'il y a de la battance ou pas. Voilà. Donc, si je coche cette réponse, je ne sais pas répondre, j'ai quand même une information qui n'est pas, alors c'est un peu, je suis désolée, hein, c'est pas encore super ergonomique, mais là c'est plus une UTS, c'est une UTT. Alors qu'est-ce qu'une UTT? Alors je vais revenir sur le diaporama. J'avais fait des copies d'écran que je passais assez vite au cas où on avait eu des problèmes de connexion. Voilà. Alors ces UTT, parce que c'est poser beaucoup la question, finalement, tout le monde n'est pas forcément en mesure, en capacité de reconnaître des horizons argiluviers, de savoir quelle est la profondeur du sol. Voilà, on ne fait pas forcément un sondage à la Terrière. Et donc, le besoin a été exprimé d'avoir et puis 320 sols, UTS, c'est quand même beaucoup. Donc, le besoin a été exprimé de faire des regroupements de ces 320 UTS en UTT. Donc, c'est ce qu'on appelle des unités type Terre. Alors, type Terre, c'est un programme qui vit sa vie dans d'autres régions et qui a démarré en fait grâce au RMT Sol et Territoire. Et en fait, nous, on s'est aperçu en Bretagne qu'on avait fait du type Terre, quelque part, presque sans s'en rendre compte. Mais bon, on a quand même travaillé ensemble. Mais voilà. Donc, on a produit en fait une typologie de nos types de sols pour passer de 320 à 85 UTT. Alors, bon, pour moi, je vous avoue que ça a été un petit crève-cœur quand même, parce qu'on avait beaucoup réfléchi à ces 320 UTS, et pour nous, en tant que pédologue, elles sont toutes pertinentes. Mais les agronomes disaient, non, c'est beaucoup trop. Donc, voilà, on va en regrouper. Donc, du coup, on se retrouve avec 85 UTT qui regroupent, chaque UTT regroupe une ou plusieurs UTS. Mais du coup, ça fait des choses que je trouve des fois un petit peu chimériques. Bon, voilà, on se retrouve à regrouper des choses qu'on avait volontairement séparées. Mais bon, en tout cas, c'est opérationnel. Et donc, comme c'est basé sur le comportement agronomique, ça a une certaine pertinence. Donc, voilà, typiquement, quand on ne peut pas, dans l'exemple sur la diapo, là, par exemple, le sol est-il peu épais, c'est-à-dire inférieur à 10 cm? Là, je ne sais pas, je ne sais pas répondre. Donc, ça nous renvoie une UTT, alors, qui est un limon argileux, peu épais à épais, bien drainé à moyennement hydromorphe sur schiste dur. Donc, vous voyez qu'on regroupe des choses à la fois bien drainées et moyennement hydromorphes, peu épais à épais. Enfin, voilà, donc c'est... Mais bon, c'est comme ça. Et donc, de la même façon que pour les UTS, il y a eu des fiches qui ont été faites, donc qui sont beaucoup plus succinctes que les fiches UTS. Mais voilà, on a l'information de quelles UTS ont été regroupées pour constituer ce numéro d'UTT. Et puis, il y a eu donc une synthèse des propriétés pédologiques qui permet de savoir un petit peu quelles sont les caractéristiques de ce type de sol-là. Donc ça, c'est très utile pour les modèles agronomiques. Voilà, donc sachez que ça existe et que c'est disponible. C'est disponible. Donc toutes ces fiches, que ce soit UCS, UTS ou UTT, donc sont disponibles via les différents outils qu'on a vus, mais également à partir du site Sol de Bretagne, dans la rubrique Inventaire et cartographie des sols. Bon, je vais repartir du début, ça va être plus clair pour vous. Voilà, ici, dans la rubrique Inventaire et cartographie des sols. Ici, Inventaire des sols.
si vous connaissez, si vous avez identifié par ailleurs dans les outils ou par ailleurs le numéro d'UCS qui vous intéresse, ou le numéro d'UTS ou le numéro d'UTT, vous pouvez accéder par ici également à votre fiche. Voilà, donc là par exemple, l'UCS de sol moyennement profond à profond des collines issues de schistes variés et parfois de craie, qui appartient à l'unité paysagère des massifs de Quintin et de Larrey. Donc voilà, je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup pour votre présence et votre attention. Et puis on reste encore ensemble pour discuter, prendre des questions. Si vous avez des suggestions, des retours, des besoins particuliers, c'est le moment de peut-être commencer à les exprimer. Oui, en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant le matin comme l'après-midi. Et je me demandais si vous ou quelqu'un d'autre avec qui vous travaillez pouvez venir des fois sur nos territoires lors de réunions en deux clés, par exemple, ou des réunions thématiques avec des élus pour présenter peut-être un peu plus grand public, faire des présentations un peu plus grand public, pour sensibiliser à certaines thématiques. C'est des choses que j'ai déjà fait par le passé et que je suis tout à fait prête à refaire. Je pense que ça fait vraiment partie de nos missions. Enfin, on ne produit pas des outils pour et des présentations juste pour ça, mais voilà, si ça peut être partagé. Déjà que vous qui servez en fait de relais justement sur ces territoires, vous les appropriez aussi. Et après, s'il faut voilà, venir pour s'il y a un enjeu particulier ou un intérêt particulier, on peut tout à fait se déplacer. Après, on ne peut pas aller dans chaque territoire aussi souvent que ce serait utile, mais voilà. Oui, j'imagine. S'il y a un besoin, une manifestation particulière, on est ouvert à tout ça. D'accord, merci. C'est bien noté. Et après, au cours de la journée, là, on a pu donc. C'est vrai que c'est tellement vaste en fait l'ensemble des thématiques qui peuvent être abordées qu'on n'a pu que les survoler. Mais voilà, on a déjà eu l'occasion avec certains d'entre vous de participer autour de l'érosion ou des zones humides à des choses plus. On va un peu plus en détail bon, après, on verra, on pourra en discuter aussi, mais savoir s'il y aurait matière en fait à faire je sais pas, organiser une journée ou 2 jours de formation quand ce sera possible sur le terrain pour discuter aussi autour d'un profil de sol, pour avoir un peu plus que vous ayez un peu plus d'éléments en termes de description et de caractérisation des sols. Ça aussi, c'est des choses qui, au-delà des outils et des enjeux, concrètement, comment on décrit un sol, et c'est aussi des choses qui peuvent s'envisager. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de questions donc, spécifiquement sur
sur les outils. Bon, là, je pense qu'à chaud, c'est un petit peu compliqué. Enfin, je pense que vous avez besoin de regarder par vous-même. Donc, j'ai bien noté le petit bug là sur Nézin. Voilà, dans ces cas-là, en fait, le réflexe, si jamais ça ne marche pas ici via l'interface qu'on a vue ensemble, peut-être regarder via GeoSAS. Si en tapant Nézin, en fait, vous pouvez... Alors, du coup, s'il n'y a pas de questions techniques, on avait préparé une dernière diapo. Donc, Charlotte, si tu peux juste mettre la dernière diapo avec quelques questions autour de l'ensemble de la journée, de l'intérêt que vous y avez trouvé, est-ce que ça répond à vos attentes, et puis voilà, quelle suite vous aimeriez donner éventuellement à cette journée. Si vous avez des pistes, on est toujours en attente aussi de pistes d'amélioration, de remarques. Donc, n'hésitez pas. Parce que je ne sais pas, Charlotte, habituellement, comment vous procédez, si après, il y a une fiche qui est envoyée aux participants pour justement avoir des retours ou pas. Oui, en fait, juste après la webconférence, je vais envoyer une enquête justement pour voir si ça répondait plus ou moins aux attentes. Et si justement il y a d'autres questions, ça permet de laisser un peu le temps et ensuite de remplir les questions. Et dans ce cas-là, je vous les transmets ensuite. D'accord. Donc, c'est si jamais il y avait des réactions à chaud. Après, voilà, on peut aussi finir un petit peu plus tôt. Exactement. Ça, je pense que ça ne gênera personne. Mais voilà, s'il y a des souhaits de réaction, c'est possible. Comme j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, je pense que nous allons pouvoir clôturer cette webconférence. Donc, un grand merci à vous deux, Blandine et Cécile, pour aujourd'hui. Je vous enverrai la vidéo à tout le monde, à tous les adhérents, une fois que j'aurai effectué le montage. Et dans la foulée, je vais vous envoyer, comme je disais, la petite enquête pour que vous nous fassiez vos retours et aussi vos besoins de journée, que ce soit avec AgroCampus ou ATBVB en général. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je reste un peu pour regarder le chat.